Bien, nous allons vous parler maintenant de l'accompagnement qui est proposé par France Alzheimer aux personnes atteintes de troubles cognitifs et à leurs aidants. Et nous avons donc le grand plaisir d'accueillir Denise Strubel, qui est médecin gériatre et vice-présidente de France Alzheimer Gare, et Judith Mollard-Palacios, experte psychologue donc à l'Union France Alzheimer et maladies apparentées. Denise Strubel, je me tourne vers vous. On a consacré cette journée à un meilleur diagnostic, à une meilleure connaissance des maladies apparentées. Comment est-ce que vous envisagez cette question de l'accompagnement et est-ce qu'il est important qu'un diagnostic précis soit posé? Bien sûr, il est important de faire un diagnostic précis. Il faut mettre des mots qui se passent sur ce qui inquiète, y compris de dire que ce n'est pas une maladie d'Alzheimer, mais une autre maladie un peu différente. Ceci dit, j'ai aussi envie de dire que lorsqu'on pose les bases de l'accompagnement, ce qui est fondamental, c'est de s'appuyer sur la personne d'abord, de partir de ce que la personne désire, de ce qui compte pour elle. Cette dimension inclut son environnement, ses habitudes de vie, les personnes qui l'entourent et qui comptent pour elle. Alors cette notion est partagée bien sûr ceux qui connaissent, c'est à partager avec l'ensemble des soignants et des professionnels, et je dirais aussi avec nos bénévoles de France Alzheimer. L'idée pourrait se résumer en ceci, c'est que c'est la personne qui est plus importante que la maladie. Le grand danger serait de réduire une personne à sa maladie ou à son diagnostic. Cette notion nous permet de ne pas se bloquer sur des a priori. Imaginer des impossibilités, par exemple, à cause d'un diagnostic. Donc, d'une certaine façon, de laisser complètement ouvert le champ des possibles. Nous savons tous par expérience que les personnes malades parfois nous surprennent par leur potentialité lorsqu'elles sont entourées avec bienveillance et de façon aimante. Donc tout ça pour dire que la personne partie, il faut la connaître et c'est avec elle qu'il faut bâtir le projet d'accompagnement et ne pas réduire sa maladie. Beaucoup. Judith Mollard-Palacios, qu'en est-il des aidants? Est-ce que ce que vient de dire Madame Strubel s'applique également aux aidants ou c'est un petit peu différent? Est-ce qu'ils ont aussi besoin de nommer la maladie? Oui, tout à fait. Moi, j'entends des aidants qui parfois arrivent en disant « on m'a dit que c'était pas Alzheimer ». Alors, il y a comme une forme de soulagement dans un premier temps, sauf que après, de quoi s'agit-il? Et c'est pas parce qu'on n'a pas nommé ce qui n'était pas Alzheimer que les symptômes ne sont pas là, que la situation ne devient pas difficile, incompréhensible. Donc, nommer les choses est absolument important. Et d'ailleurs, pour les aidants, tout comme pour la personne malade. Mais je rejoins Denise, nommer les choses ne veut pas dire réduire le sujet à la maladie qui l'affecte, bien sûr. Mais j'ajouterais aussi que, voilà, à partir du moment où la maladie à corps de Lévy, dégénérescence frontotemporale, troubles neurocognitifs d'origine vasculaire, a été posée. Il est important à ce moment-là que les aidants puissent avoir accès à de l'information spécifique. À l'inverse, il n'est pas possible de leur dire « Oh bah, la maladie de votre proche, c'est comme Alzheimer ». Non, bien sûr qu'il y a des symptômes communs que l'on retrouve, notamment les symptômes cognitifs, les troubles de la mémoire, etc. Mais il y a aussi des spécificités, voilà, qui sont vraiment très présentes et au premier plan. Et les familles ont besoin qu'on les accompagne et qu'on les aide à comprendre ces spécificités des maladies dont sont atteints leurs proches. D'où la nécessité de la formation. Il faut absolument que les professionnels, que les bénévoles de nos associations, des dispositifs médico-sociaux soient vraiment formés, connaissent ces pathologies qui ne sont pas la maladie d'Alzheimer, mais qui y sont proches.
D'accord. Vous avez cité 3 maladies, hein, la maladie à corps de Lévy, la DFT et les troubles neurocognitifs d'origine vasculaire. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de stratégies ou de réponses qu'on peut mettre en place? Est-ce qu'il y a véritablement des spécificités? Oui, il y a vraiment des symptômes spécifiques qui déroutent, hein, qui laissent la personne elle-même, mais aussi son entourage souvent très désarmé. Et à partir de là, mieux connaître ces symptômes, c'est donc mieux comprendre la personne et c'est donc mieux s'adapter à la situation et pouvoir l'accompagner de façon plus outillée, enfin avec plus de ressources. Alors qu'est-ce que sont ces symptômes? Voilà, je pense par exemple aux hallucinations dans la maladie à corps de Lévy. Alors pour beaucoup, en tout cas de ce que je connais de la clinique qui est la mienne, souvent les hallucinations sont peu menaçantes. Il y a souvent des animaux qui passent, hein, ou je pense à une personne malade qui a même écrit comme des allégories autour des hallucinations qui venaient le traverser. Et c'est vrai que pendant tout un temps, la personne est en capacité de les critiquer. Mais si on l'y aide un peu, hein, elle nous interroge souvent. Je me souviens de Maryse me disant « Bon, j'ai encore vu passer là, des petites souris dans mon salon ». Mais c'est bien les allus, elle ne savait plus très bien donner le... Elle avait besoin qu'on la rassure sur le fait que cette production un peu originale faisait partie, hein, de sa maladie. Après, ces hallucinations peuvent devenir plus envahissantes, plus menaçantes. Et là, c'est évidemment plus compliqué pour la personne malade. Mais ce qu'il faut, c'est ni convaincre la personne que ça n'existe pas, hein, parce que pour elle, c'est vraiment une perception qu'elle a, et ni évidemment aller, enfin, et en rajouter, hein, mais plutôt être dans une réassurance et accueillir le fait, oui, tu perçois en effet des choses, hein, étranges, un peu menaçantes. Vous voyez, donc ça, voilà, comment accompagner les hallucinations. Encore dans la maladie à corps de Lévy, on a ce qu'on appelle, on en a parlé ce matin, le symptôme de Capgras, c'est-à-dire que la personne reconnaît physiquement son proche, notamment son conjoint, mais ne le reconnaît pas affectivement. Donc pour elle, c'est un sosie, hein. Alors c'est évidemment extrêmement déroutant, voire bouleversant pour le mari ou la femme à ses côtés, qui peut parfois très mal réagir, hein, en disant mais qu'est-ce qui se passe? Donc déjà de savoir que ça peut arriver, parce que ça n'est pas de façon continue, c'est déjà s'y préparer et ne pas recevoir ce symptôme en pleine face, hein. Ensuite, la stratégie, c'est éventuellement quand on sent que la personne, à ce moment-là, au moment T, ne nous reconnaît pas et que ça la met dans un état de stress, c'est sortir, hein, comme une sortie de scène, et puis peut-être re-rentrer, hein, quelques minutes après. Voilà, en amenant des éléments de repère, hein, sur qui on est. Après, il y a encore dans la maladie à corps de Lévy une grande fluctuation, hein, des états. De l'humeur. Et puis sont des personnes qui ont une grande conscience de ce qui se passe pour elles et qui ont énormément besoin de réassurance, hein, d'être écoutées, entendues par rapport aux angoisses qui les traversent, hein, du fait de toutes ces étrangetés qui viennent à elles. Alors après, dans les dégénérescences frontotemporales, on a évoqué ce matin, par exemple, la désinhibition, hein, quand la personne a des attitudes qui socialement ne sont pas acceptables. Qu'est-ce qu'on fait, hein? Est-ce qu'on se cloître chez soi et on ne voit plus personne? C'est le risque, hein, de se désocialiser plus encore et de se replier. Ou alors, est-ce que, eh bien, on explique, hein, ce qui se passe, hein? Mon mari a tendance à dire tout ce qui lui passe par la tête. Enfin, c'est aider. Alors, tout ça se fait au cas par cas, et puis Denise va en parler à travers les actions que nous proposons, mais tout ça est à ajuster, bien entendu, à chaque histoire singulière, à chaque moment, hein, voilà, et à chaque temps, hein, de la maladie. Mais donc, ce que vous nous dites, c'est ne restez pas seul, voilà, contactez les associations départementales. Parlez de ce que vous vivez, de ce qui... voilà. Hein, bien sûr. Et on peut faire la même chose, d'ailleurs, avec les personnes malades, hein. Je finirai là-dessus, mais le professeur Claire Paquet a dit que plus le diagnostic était précoce, hein, plus il y avait peut-être possibilité, hein, pour la personne malade de
parler de ce qui lui arrive, d'échanger et de pouvoir aussi lui donner à elle des outils pour faire face à ce qui se passe. Okay. Et ça, c'est aussi très important. D'accord, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Denise Strubel, oui, donc je me tourne vers vous peut-être avant de prendre les questions qui sont nombreuses. Est-ce que donc vous pourriez nous dire en quelques mots quelle est la philosophie qui anime France Alzheimer en termes d'accompagnement? Est-ce qu'on arrive à trouver des principes qui sont un petit peu globaux pour la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées? Peut-être la première chose à rappeler, c'est que toutes les actions de l'association France Alzheimer se font en complémentarité de celles des professionnels et non pas en concurrence. Les actions peuvent être, on peut dire l'ensemble des actions peuvent être proposées dans la maladie non Alzheimer, c'est pathologie, parlons aujourd'hui. Alors, le fil conducteur ou la philosophie qui guide toutes les actions de France Alzheimer, c'est la volonté d'apporter du bien-être à la personne malade, à l'aidant, ceci dans un climat d'attention, dans un climat de bienveillance, d'apporter du plaisir. Et on sait que une personne malade dans un tel climat optimise aussi ses capacités cognitives. C'est loin d'être négligeable. Alors, un des atouts de France Alzheimer, c'est pour commencer de pouvoir offrir du temps. Offrir du temps pour un entretien avec l'aidant. Et Dieu sait qu'il a besoin de parler de ce qui est difficile, ce qu'il vit. C'est important de lui offrir ce temps. Prendre le temps aussi de faire connaissance avec la personne malade pour en tout cas certaines actions. C'est ce que font nos psychologues, ce que font nos bénévoles dans les permanences d'accueil des associations. Et puis, quand on connaît un peu la situation, on va pouvoir proposer les actions les plus adaptées au cas. Alors, ces actions, je rappelle qu'elles se déclinent en trois catégories. Il y a certaines actions qui s'adressent aux personnes malades elles-mêmes, par exemple le principe pour les jeunes ou l'âme de type éducation thérapeutique qui correspondent à certaines situations, plutôt des patients en début de maladie. Deuxième catégorie des actions, c'est celles qui s'adressent aux aidants. Je dois souligner l'importance pour l'aidant d'être formé, d'être informé, pour mettre en place des bonnes stratégies. Et puis, certaines actions s'adressent au couple, ce qu'on appelle le couple aidant-aidé. Et elles sont souvent très intéressantes parce qu'on a bien remarqué que la relation entre la personne accompagnée puis son aidant évolue souvent d'action de manière très positive. Peut-être aussi par des autres. Alors bien sûr, dans ces missions, on va prendre en compte les spécificités liées aux pathologies dont nous parlons aujourd'hui. Judith a cité des exemples d'adaptation. Alors, quand certaines de ces actions se passent en groupe, lorsqu'il s'agit de personnes avec une maladie à corps de Lévy, elles sont particulièrement ralenties souvent. Elles ont souvent une conscience extrêmement aiguë de leurs difficultés, comme l'a dit Judith. Donc, il est fondamental dans le groupe de ne pas les disqualifier, au contraire de les valoriser rien qu'en leur offrant du temps. Ça aura un effet extrêmement positif. Donc là, c'est toute la fonction de l'animateur, du bénévole. Par rapport aux personnes qui ont des pathologies frontales, il faut avoir conscience que parfois il y a des comportements imprévisibles, qu'il faut parfois les canaliser. Donc là aussi, c'est important que les bénévoles soient formés pour réagir et gérer dans un groupe de tels comportements. Ces personnes avec des démences frontotemporales c'est intéressant de leur
des activités physiques, la randonnée, la danse. Ça sera particulièrement adapté pour elles. Ou alors des activités créatrices, hein, de la peinture, par exemple. Voilà, c'est la psychologue de l'association bénévole de s'adapter à la personne, à la situation propre, aux difficultés qu'elle rencontre pour proposer les actions les plus adaptées. Très bien, je vous remercie. Denise, j'ai envie de vous faire réagir à une question, une parmi tant d'autres qui nous sont parvenues tout au long de cette journée, pour avoir votre réaction. Comment venir en aide aux aidants familiaux qui, confrontés au quotidien des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer ou apparentées, s'essoufflent, semblent être oubliées, pas comprises, entraînant isolement, mal-être, angoisse et sans vie sociale? J'imagine que c'est quelque chose qui revient souvent. On sent vraiment de la détresse chez les aidants familiaux. Vous dites quoi? Il faut intervenir très tôt, à la limite. Il ne faut pas se laisser submerger par cette angoisse, par ce repli, par cet isolement. Et quel type d'accompagnement on propose? Est-ce que on propose d'emblée des activités aidant-aidé, ou est-ce que après c'est vraiment du cas par cas? Comment vous réagissez un peu à ce cri d'alarme? Toutes ces associations déplorent que les aidants se tournent vers elles souvent dans la situation où proche de la rupture, hein, dans la situation de détresse, souvent avant l'entrée en institution. Et s'il y a un message à faire entendre des professionnels, d'évoquer très tôt l'association pour que précisément on puisse informer, former les aidants pour arriver à éviter ces situations de rupture qui sont dramatiques pour l'aidant, qui sont dramatiques pour les personnes malades. Donc venir à l'association va permettre aussi certaines actions qui ne pourront plus être mises lorsque le stade est trop sévère. J'évoquais les ateliers de stimulation cognitive, les programmes d'éducation thérapeutique, les actions de créativité très positives des maladies. Oui, il faut venir à l'association tôt. Très bien. Merci beaucoup. Judith Mollard-Palacio, je me tourne vers vous. Denise Trubel a évoqué l'activité de type éducation thérapeutique du patient que vous portez à l'Union. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots, nous la présenter? Ça s'adresse aux malades en début de maladie, c'est bien cela? Voilà, c'est ça. C'est un programme qui a été construit sur le modèle des programmes d'éducation thérapeutique du patient, des programmes qui doivent être proposés à toute personne atteinte d'une maladie chronique. Et jusqu'à présent, pour les personnes atteintes de maladies neuroévolutives, il y avait peu d'offres de ce type de programme. Donc, dans le cadre du plan maladie neurodégénérative, France Alzheimer a répondu à la proposition du ministère de la Santé de pouvoir co-construire, j'insiste là-dessus, avec des personnes vivant ces maladies neuroévolutives, un programme qui leur offre un espace finalement de créativité, c'est-à-dire de pouvoir ensemble trouver des réponses aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer dans le cadre de leur maladie. Et donc, c'est un programme qui s'ouvre avec des bilans personnalisés, avec chaque participant pour identifier les besoins et les attentes. Et puis ensuite, on propose 6 ateliers avec une thématique à chaque fois. Mais là encore, où il n'est pas question de donner un savoir sur la maladie, mais plutôt de façon un peu descendante, avec des professionnels qui sauraient comment on vit une maladie à corps de Lévy, une maladie d'Alzheimer, et puis des patients qui recevraient un savoir. Non, c'est vraiment une co-construction, un partage de savoir expérientiel et vraiment de redonner aussi du pouvoir d'agir à travers ce programme aux personnes qui souvent
après l'annonce diagnostique, nous disent à quel point elles se sentent un peu mises à l'écart, destituées de leur rôle, de leur fonction, et avec le sentiment souvent d'une grande perte d'estime d'elles-mêmes, de confiance en elles-mêmes. Donc, le fait aussi de se retrouver entre pairs, entre personnes qui vivent la même situation, il y a vraiment un effet d'adhésion et de cohésion sociale qui est assez remarquable. Denise pourra également en témoigner. Et donc, ce programme est vraiment important. Ensuite, il s'agit d'orienter les patients vers ce programme. Ce n'est pas toujours évident. On fait face aussi à certains préjugés. Quand on a une étiquette de maladie neuroévolutive, on n'est plus apte à, on n'est plus capable de. Et nous, notre enjeu, c'est au contraire de montrer qu'il y a un tas de possibles et qu'on va révéler un certain nombre de ressources chez les personnes malades pour agir, pour retrouver une position active vis-à-vis de ce qu'elles vivent, trouver des stratégies d'adaptation par rapport à leurs difficultés cognitives, mais aussi continuer à socialiser, continuer aussi à avoir une relation où la parole circule au sein de la famille, parce que souvent on voit une difficulté, on ne parle pas de ce qui se passe, ce sont des situations qui éprouvent, certes, mais qui font que on n'ose plus parler au sein de la famille de ce qui se passe et de comment on va ensemble y faire face. Donc, voilà, donc ce programme étant... la pandémie a évidemment un peu ralenti les choses, mais voilà, le réseau des associations est en train de se remettre en marche pour développer et offrir ce programme au plus grand nombre et dans le plus grand nombre de départements. Très bien. Denise, vous souhaitez ajouter quelque chose sur l'ETP ou d'autres actions? Oui, je pense qu'en ce qui concerne l'ETP, nous avons encore à convaincre les professionnels des bénéfices de ces programmes. Il y a beaucoup de réticence, non seulement des familles, mais aussi des professionnels. Il faut vraiment qu'on gagne ce combat. D'accord. Très bien, merci. Et pour les aidants, Judith Mollard, est-ce que là aussi c'est important qu'ils puissent échanger, se retrouver entre eux Je disais ce témoignage qui m'a un petit peu bouleversée, mais on sent qu'il y a quand même beaucoup de souffrance lorsqu'on accompagne une personne malade. Donc là aussi, il y a des groupes de parole qui permettent peut-être de partager des temps et de recueillir des conseils aussi peut-être? Oui, bien sûr. Enfin, donc France Alzheimer propose une formation des aidants qui accueille un groupe d'aidants familiaux qui peuvent être concernés soit par une maladie d'Alzheimer, soit par une maladie dite apparentée. Mais on va tenir compte, bien sûr, dans l'animation de ces formations, de la spécificité des différentes pathologies. Et on va pouvoir guider, informer, accompagner chaque aidant au regard de la situation qui est la sienne. Mais là encore, l'échange entre pairs, PAIRS, entre personnes vivant la même situation, est quelque chose d'essentiel quand souvent les aidants familiaux disent ne plus avoir autant de relations extérieures avec leurs amis, avec leurs voisins, parfois même avec les autres membres de la famille, qui se sentent évidemment moins impliqués dans l'épreuve, et donc de retisser quelque chose d'un contexte de socialisation est vraiment de l'ordre du support social, du support psychologique. Et puis ce sont aussi des dispositifs qui vont aider l'aidant à ne pas aller au-delà des limites qui sont les siennes, de ses limites physiques, de ses limites psychologiques, parce qu'on sait que ces accompagnements au long cours, qui malheureusement accompagnent aussi une perte d'autonomie chez la personne malade, mobilisent l'aidant principal, notamment dans quelque chose qui l'implique de plus en plus, et qu'il est nécessaire qu'il
soit garant de sa propre santé à lui aussi, et qu'on puisse l'aider à repérer les limites de cet accompagnement et à organiser les relais professionnels, les relais bénévoles, pour qu'un équilibre puisse se maintenir et qu'on ne se retrouve pas dans des situations de rupture qui malheureusement arrivent, mais qui entraînent des conséquences délétères, et pour la personne et pour son entourage. D'accord. Alors nous avons bien sûr des demandes un peu de conseils un peu particuliers, donc je me permets de lire ce témoignage. Comment doit-on agir face à une personne qui refuse catégoriquement quelque chose d'obligatoire? Premier cas, se laver. Il faut se bagarrer pour le changer, sinon il resterait dans son urine et les mêmes vêtements. Je m'inquiète pour mon père quand je l'entends refuser avec vigueur. Je me dis que forcer les choses doit le traumatiser. Deuxième cas, il m'a fallu 30 minutes pour le sortir de la voiture en étant obligé de l'extirper de force après avoir essayé avec calme, avec appât de la nourriture. Rien n'y faisait. C'est complètement désarmant. Avez-vous des conseils à me donner? Oui, voilà, alors... l'une ou l'autre. Voilà, j'imagine que là aussi, ce sont des témoignages assez récurrents, mais qu'est-ce qu'on peut conseiller? Je crois qu'il faut s'adapter au cas par cas et tenter différentes approches, avec peut-être comme fil conducteur d'éviter au maximum de mettre la personne en échec, de souligner ses difficultés, de décider pour elle. À partir de ce type-là, on peut arriver à proposer une stratégie. Rien que de demander à la personne, mais que veux-tu faire? Comment veux-tu qu'on fasse? Je demandais, commencer par demander comment faire, et non pas dire allez, il faut sortir de la voiture. Partir de cette... Très bien. Judith, peut-être en complément? En complément de ce que dit Denise, c'est vrai que le refus de soins est très fréquent. Mais refuser, dire non, c'est aussi s'affirmer, c'est aussi rester un sujet qui n'est pas seulement soumis aux actions que les autres ont sur lui. Et c'est vrai que quand la maladie évolue, comme certainement chez ce monsieur, la dépendance qu'elle entraîne, eh bien évidemment, prive le sujet d'une forme de pouvoir sur sa vie. Et donc refuser, encore une fois, c'est s'affirmer, c'est rester quelqu'un. Et comme le disait Denis, je crois qu'il faut en effet négocier quelque chose. Comment on peut trouver un entre-deux où la personne ne subit pas simplement les actions qu'on lui impose, mais comment on trouve un entre-deux où elle est aussi partie prenante et où elle peut encore décider de quelque chose. Alors, c'est subtil et c'est complexe et c'est facile à dire et pas toujours à faire, on est bien d'accord, mais il y a certainement... Oui, Denise. Non, je pense qu'on a un petit problème de son qu'on est en train d'essayer de résoudre. Il faudrait bien nous en excuser. Parmi les questions qui nous arrivent, Judith, celle-ci, intervenez-vous en EHPAD? Un partenariat peut-il se construire avec des professionnels en EHPAD? Entre l'Union France Alzheimer, et est-ce qu'il y a des partenariats possibles, des interventions en EHPAD qui sont possibles? Alors, ce n'est pas le cœur de mission de France Alzheimer, mais localement, de nombreuses associations engagent des liens de proximité et travaillent et interviennent au sein de certains EHPAD pour pouvoir, par exemple, de nombreuses formations des aidants peuvent se mettre en place au sein d'établissements et peuvent accueillir des aidants de l'établissement tout autant que des aidants de personnes vivant à domicile. Donc, il y a des choses qui peuvent se créer et se mettre en place en partenariat tout à fait avec les EHPAD. D'accord. La plateforme territoriale d'appui de l'Hérault nous demande s'il existe des groupes de soutien pour des patients en errance de diagnostic. Est-ce que des patients qui sont aussi en errance de diagnostic
peuvent trouver conseil, réconfort auprès de France Alzheimer? Oui, enfin après, hein, quand une famille, quand une personne malade s'adresse à une association France Alzheimer, on n'impose pas, me semble-t-il, hein, enfin, on n'exige pas un diagnostic posé par... on va entendre le récit de chacun et il est en effet fréquent que des familles s'adressent aux associations en disant voilà, maman a des troubles X et Y, mais pour l'instant, on nous a dit que c'était pas Alzheimer, mais on ne sait pas très bien, mais elle a eu un traitement pour la dépression, mais enfin, hein, et on va bien sûr accueillir et écouter cette famille là où elle en est de son parcours. Mais il n'y a pas de groupe formé spécifiquement et uniquement pour des personnes qui n'auraient pas reçu véritablement de diagnostic ou qui seraient dans une forme d'errance diagnostique. D'accord. Denise Trubel, je pense que vous êtes de nouveau avec nous. Vous souhaitez peut-être ajouter un complément aux différentes questions qui ont été posées? Peut-être ajouter un petit par rapport à ce que vient de dire comme réponse sur... par rapport à ces situations d'errance diagnostique, toutes les associations, je pense qu'on féliciter France Alzheimer d'avoir pris l'initiative de cette journée qui, j'espère, est suivie par beaucoup de... On peut espérer que les qui ont suivi cette journée sont plus équipés pour comprendre la détresse ou des personnes malades en situation. Merci beaucoup. Judith Mollard, peut-être une autre question. Existe-t-il des ouvrages ou des documents montrant l'attitude à avoir dans des situations précises pour les aidants vis-à-vis de la personne malade? Moi, je serais plus enclin à inviter à participer à une formation des aidants, à un groupe, parce que bon, il n'y a pas des recettes malheureusement, universelles. Ça se saurait s'il y avait des recettes toutes faites. Alors, bien sûr, les ouvrages peuvent nous donner des éléments de compréhension, peuvent nous guider un tant soit peu, mais c'est des situations qui mettent en jeu tellement de choses, qui mettent en jeu aussi beaucoup l'interrelation, hein, la relation interpersonnelle entre la personne malade et son aidant. Donc, tout ça, on ne va pas le trouver dans les livres. Hein. Et souvent, quand il y a un refus de soins, une difficulté d'accompagnement ou de communication, quand on creuse un peu avec l'aidant familial, on se rend compte que ça peut être éclairé de la relation antérieure, hein, et de la façon dont la personne malade se positionnait vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de son conjoint, vis-à-vis de ses enfants. Enfin, tout ça va être éclairé de l'histoire interpersonnelle entre la personne et ses proches. Vous voyez, donc, bon, les recettes dans les ouvrages, alors, je ne saurais pas très bien. C'est vrai il y a quelques années, France Alzheimer a édité un petit ouvrage qui s'appelle « Santidée » pour accompagner une personne atteinte de maladie d'Alzheimer, que je trouve pas mal fait. Mais peut-être que Denise a d'autres propositions sur le sujet des ouvrages ou des ouvrages pour conseiller les aidants, que faire face à telle et telle situation? Je partage ce que vient de dire Judith. Le savoir livresque ne va pas forcément aider les personnes. Je crois beaucoup à l'échange, moi, entre des aidants dans les formations, dans les groupes de parole. Un aidant en difficulté est souvent plus attentif à ce que dit un autre aidant qu'un professionnel. En tant qu'ancienne professionnelle, c'est une idée qui est un peu difficile à comprendre, mais de fait, c'est souvent comme ça que ça marche dans l'aidant qui vit une situation similaire à cette difficulté. Sa parole est beaucoup mieux entendue. Et ce qui se passe dans les groupes,
ces forces de France Alzheimer. Hein, c'est le ce savoir expérientiel dont aime beaucoup parler notre président Joël. Très bien, merci. Judith, une question pour vous. Madame a évoqué 6 ateliers dans son programme, donc je pense que c'est l'ETP. Peut-on avoir précisément l'intitulé de ces ateliers et leur contenu? Alors là, ça va être donc, d'abord, le programme s'appelle Vivre avec la maladie. Bon, peut-être, voilà. Oui, alors, bon, il y a... L'esprit, la philosophie un peu générale. Oui, il y a partager ses savoirs sur la maladie, hein, comment chacun sait quelque chose de la maladie dont il est atteint, et on met en commun, et on complète, et on travaille aussi sur les idées reçues, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, il y a partager mes savoirs sur la maladie. Ensuite, le deuxième atelier s'appelle Trouver mes solutions. Comment on échange? Alors, ça peut aller des clés attachées à un cordon, à la ceinture du pantalon. Enfin, ça peut sembler des petites choses, mais qui finalement, mises bout à bout et partagées entre personnes vivant la maladie, sont très utiles. Et puis, parfois même, on invente des nouvelles solutions, on les expérimente. Enfin, c'est un petit atelier, trouver mes solutions. Il y a ensuite un atelier, alors c'est mes relations avec mon entourage, comment je me sens avec mon médecin, avec mon orthophoniste, avec ma femme, avec mes enfants. Est-ce qu'avec certains, j'aurais envie de dire des choses que je n'ose pas dire? Est-ce qu'à mon médecin, j'ai des questions que finalement, je n'ai toujours pas osé poser? Enfin, et ça, on peut aussi le travailler à travers des jeux de rôle, des mises en situation. Où une personne malade va jouer le médecin et une autre son propre rôle. Il y a aussi un atelier sur gérer mon stress, où là, on est beaucoup sur des exercices, d'abord de repérer à quel moment on se trouve dans une situation de stress. Est-ce que c'est dans les transports en commun quand on ne sait plus où s'orienter? Et puis, comment on peut, à ce moment-là, avoir des exercices très simples pour apaiser sa respiration, pour reprendre le contrôle de ses émotions. Enfin, voilà. Et puis, alors, le dernier atelier, c'est sur les projets, la liste de mes envies sur les projets. Comment faire en sorte que être atteint de cette maladie ne fait pas que la vie s'arrête et qu'il n'y a plus de perspective. Et peut-être que, et encore, parfois, on s'est empêcher de réaliser des projets à partir du moment où on a su qu'on était malade. Et finalement, on se rend compte qu'en adoptant un tant soit peu ce dit projet, les choses peuvent tout à fait être possibles. Voilà, à peu près les contenus des ateliers. Peut-être rajouter qu'une fois le programme fini, puisque c'est un programme qui a un début, une fin, la possibilité pour France Alzheimer, c'est de proposer des actions à suivre. Les choses ne s'arrêtent pas brutalement, alors qu'il y a eu souvent une cohésion de groupe très forte et des relations parfois presque amicales qui se créent entre certains participants. Et donc, on va pouvoir proposer à la suite des ateliers de mobilisation cognitive, des ateliers à médiation artistique, ou des groupes d'entraide où finalement, ce même groupe va continuer à se voir en choisissant eux-mêmes ce qu'ils ont envie de partager. Et là, on leur permet encore d'être acteurs, d'être actifs par rapport à ce qui est bon pour eux et à ce qui fait sens pour eux. Alors, je me permets de vous lire, là encore, un témoignage que je pense vous devez retrouver souvent. Rebonjour, il est difficile de dire « venez parler, demandez de l'aide ». Nous n'avons pas le temps en tant qu'aidant. C'est vraiment lourd d'être l'aidant sur le plan physique, administratif, psychologique, être l'organisateur de tout le temps, le seul responsable, en plus de sa famille et de son travail. On est sous l'eau. Donc, et voilà, comment faire? Et c'est signé une aidante noyée psychologiquement sous la masse de ce qui est à faire. Donc là aussi, comment faire entendre qu'il faut peut-être prendre du temps, qu'il est important de prendre ce temps, mais en même temps, comment se libérer? Quelle solution trouver? Ne pas culpabiliser peut-être aussi. Enfin, je vais peut-être un peu plus loin que ce que la dame souhaitait, mais...
je pense qu'un message des formations des aidants de France Alzheimer, c'est de rendre attentif l'aidant aux premiers signes de détresse, de burn-out, hein, pour employer un mot à la mode. C'est à l'aidant d'être sensible face son propre comportement lorsque, par exemple, il perd un peu patience avec la personne qui l'accompagne. Bah, c'est ainsi, certes. Quand il commence à avoir des difficultés de sommeil, qu'il a sa médicament, bon, tout ça, c'est des signes qui lui doit prendre conscience pour qu'il connaisse qu'il a besoin d'aide. Une autre idée, moi, une chose que je répète souvent aux aidants, ou que j'ai beaucoup répété professionnellement, c'est que, bien sûr, vous êtes très important pour la personne que vous accompagnez, votre conjoint, votre parent, mais votre parent, il a besoin de vous en bon état, hein, et non pas au bord de l'épuisement. Je est sensible, surtout si quand il y a des signes, on vient de l'évoquer. Bien sûr, ensuite, il y a tout le travail sur la culpabilité. Il n'y a pas de honte à se faire aider. L'aidant qui se fait aider garde de toute façon le rôle le plus important, la proximité avec la personne, ce que ne peut faire aucun professionnel, que ne peut faire aucun bénévole. L'aidant doit garder ce rôle-là. Bon, on a un certain nombre d'arguments pour expliquer que l'aide, il faut l'introduire, il faut la demander assez tôt, ne pas être dans les situations de rupture qui sont dramatiques, hein, qui amènent la personne malade souvent aux urgences et puis vont précipiter souvent son entrée en institution. Il faut appeler ça parce que c'est dramatique pour elle et c'est aussi très dur à vivre pour l'accompagnant. Très bien, merci beaucoup. Judith, peut-être quelques petites questions rapides. La formation pour les aidants dure combien de temps et quel est le rythme ? Alors, la formation des aidants, elle est déployée sur à peu près 5 à 6 modules. Enfin, ça dépend. Et puis, il y a souvent une fréquence d'une réunion de 2 heures, 2 heures et demie, à peu près tous les 15 jours, tous les mois. C'est variable en fonction des associations. C'est une formation qui accueille de 8 à 12 participants et qui est évidemment gratuite. Et donc, voilà, les personnes peuvent s'y inscrire auprès de leur association départementale. Très bien. Une question également pour vous. Pourriez-vous nous repréciser ce qu'est le syndrome de Capgras ? Je pense que c'est en lien avec la maladie à corps de Lévy. C'est ça, oui. Donc, ce syndrome a fait qu'à un moment donné, ça n'est pas permanent, mais il y a des moments où la personne ne reconnaît physiquement son proche, notamment son conjoint, mais pas affectivement. Et donc, elle pense que c'est un sosie. Elle pense que c'est quelqu'un qui a pris la place de son mari, qui a pris la place de son épouse, comme s'il y avait une espèce de distanciation entre la représentation physique de la personne et ce qu'elle représente véritablement affectivement pour la personne. C'est ça le symptôme de Capgras. D'accord, très bien. Et une question également, parce qu'on a entendu tout au long de cette journée, bon, malheureusement, il n'existe pas de traitement curatif de ces maladies, mais est-ce que vous développez aussi, est-ce que ça fait partie de l'accompagnement, ce qu'on appelle les thérapies non médicamenteuses ? Oui, bien sûr. Enfin, tout ce qu'on a pu évoquer, que ce soit le programme Vivre avec la maladie, les ateliers de mobilisation cognitive, les ateliers à médiation artistique, enfin, sont ce qu'on appelle des thérapies dites non médicamenteuses, c'est-à-dire qui vont avoir un effet. Alors, non pas on ne peut pas prouver l'effet sur la santé cognitive à proprement parler, mais par contre, on peut vérifier, observer les effets sur la santé psychique et le retentissement sur la qualité de vie de la personne malade
et par ricochet de son entourage familial. Et donc oui, on peut agir, il y a des choses à faire, et le plus tôt on pourra proposer ces dispositifs, le plus tôt on pourra faire bénéficier la personne et ses aidants du maximum de propositions et d'actions. Ça, c'est vraiment un message, je crois, qui est important. Et plus on intervient tôt, plus la maladie avec la personne malade peut se parler. Peut-être moins elle va mettre en place des mécanismes de défense pour se défendre de l'épreuve et du traumatisme que représente le fait de vivre cette maladie, et mieux elle sera armée psychologiquement pour la suite. D'accord. Et donc ce sont des activités qui peuvent associer précisément la personne malade et le proche aidant. Voilà, alors après, il y a tous les dispositifs qu'on retrouve sur le site, j'imagine. De France Alzheimer, tout à fait. D'accord, très bien. Une question, alors on n'a peut-être pas la réponse et j'imagine qu'elle est plutôt d'ordre juridique, mais quelle aide pour l'aidant qui ne peut plus exercer son métier afin de rester auprès de son époux malade? Bon, là, je pense qu'on peut aussi se renseigner peut-être auprès des associations sur les dispositifs d'aide pour les personnes qui doivent rester à domicile auprès de leurs proches malades. Je me tourne vers Denise, mais je ne sais pas si vous nous entendez, mais voilà, au-delà de l'accompagnement et de toutes les actions qui viennent d'être exposées, est-ce qu'il y a aussi des réponses à des questions comme ça, un peu d'ordre davantage juridique et social, sur des aides financières qui peuvent être apportées lorsque, comme c'est le cas, l'aidant doit cesser son activité professionnelle? Alors, les aides financières, essentiellement l'APA, ce qu'on appelle l'APA, l'allocation personnalisée à l'autonomie, qui peut être demandée et qui va aider à financer des aides difficiles éventuellement. Dans le domaine juridique, si l'aidant dans certaines situations a besoin d'une mesure de protection juridique sur la personne accompagnée. Donc c'est un autre dossier je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais bien sûr les associations peuvent renseigner tous les dispositifs qui existent, et l'association va étudier cas par cas le besoin réel d'une famille. Alors parfois l'aidant pense avoir tel besoin, mais en analysant la situation, on va proposer autre chose, en s'appuyant bien sûr sur tout le réseau des partenaires, des professionnels. On a besoin de tous nos partenaires pour trouver les bonnes réponses à chaque situation. Merci beaucoup. Toute dernière question, parce qu'on arrive déjà au terme de notre échange. Est-ce que vous proposez des formations pour les auxiliaires de vie à domicile? Oui, alors, tout à fait. France Alzheimer, depuis pratiquement sa création, a eu vraiment à cœur de former, c'est-à-dire que ce sont des maladies complexes, invisibles, un handicap qui ne se voit pas à l'œil nu, qui s'exprime de façon très particulière chez chaque sujet. Et donc la question de former les aidants professionnels, les aidants familiaux, est au cœur des missions de France Alzheimer depuis quasi sa création. Donc France Alzheimer est organisme de formation et donc déploie un certain nombre de formation tous les ans auprès des professionnels du secteur médico-social, des services de soins et de maintien à domicile, mais aussi auprès des professionnels des structures, des EHPAD et des structures hospitalières. Et c'est vraiment spécialisé dans une offre de formation très diversifiée sur le sujet de l'accompagnement des personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée et de leurs aidants. Donc ce catalogue est consultable sur le site de France Alzheimer. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Denise Strubel, merci Judith Mollard-Palacios. Et donc on se retrouve dans quelques secondes avec le professeur Audrey Gabel, donc pour la conclusion de cette journée déjà.